L'écoféminisme, on en entend beaucoup parler depuis un an, notamment à travers de nouvelles figures politiques qui sont revendiquées dans le pôle écologiste. On a entendu le terme dans les primaires écologistes, durant les dernières campagnes électorales, plusieurs candidates aux élections. Aujourd'hui, des députés sont revendiqués, pourtant cette désignation ne fait pas forcément consensus parmi celles qui sont revendiquées. Ce mouvement, l'écoféminisme, a une histoire qui va bien au-delà de ces dernières porte-paroles, récupérées par des figures très diverses qui mettent des choses très différentes dans ce mouvement. Et aux médias, on s'intéresse beaucoup à l'écoféminisme. Alors, on a profité de la venue en France de la chercheuse en philosophie féministe Myriam Baafou, qui a récemment publié un livre, Des paillettes sur le compost. Donc, on l'a invitée. Merci. Bonjour Myriam Baafou, Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Alors, de passage sur Paris, on est très heureux d'en profiter pour vous recevoir, parce que ce livre, en fait, c'est un livre quand même qu'on a trouvé très intéressant, parce qu'il parle autrement de ce à quoi on est habitué quand on entend parler d'écoféminisme. Vous parlez d'ailleurs d'écoféminisme au pluriel. Cela signifie qu'il y a plusieurs écoféminismes? Oui, je crois que je milite assez fort pour le fait qu'on garde les écoféminismes au pluriel, quoi qu'il arrive. Parce que là, dans le sous-titre, c'est écoféminisme avec Au un quotidien. Et c'est toujours été ça pendant tout le livre, et j'essaye de faire en sorte que ça continue d'être le cas. Parfois, par facilité de langage, je l'utilise au singulier, mais je crois aussi que ça rend justice à l'origine en fait des écoféminismes, ou même au début, quand les mots ont commencé à exister et désigner en fait ces mouvements-là, déjà ils désignaient en fait quelque chose d'extrêmement pluriel, voire incohérent à certains endroits. Et en fait, c'est ça pour moi qui fait aussi la beauté et la complexité de ce mouvement-là. C'est de savoir qu'il y a des espaces ou des îlots, en tout cas écoféministes. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Écoféminisme, c'est comme une espèce de cartographie un peu assez grande, avec plusieurs îlots, plusieurs continents, plusieurs choses qui se détachent, qui se rattachent, qui se reforment. C'est assez fracturé. Et en même temps, on peut faire des fils rouges, en fait, qui peuvent guider notre chemin écoféministe à travers tous ces îlots-là. Donc on parle de choses très différentes parfois. Oui, on peut parler de spiritualité, on peut parler d'antispécisme, on peut parler de décolonialité, on peut parler de comment on dit, bien-être, développement personnel féminin. Moi, j'aurais pas tendance à dire que c'est de l'écoféminisme aujourd'hui. Il peut y avoir un féminisme libéral comme un féminisme matérialiste. Ah, absolument. Vraiment de choses mais parfois même qui s'opposent, très Complètement. contradictoires. Les écoféminismes matérialistes ont été historiquement assez opposés aux écoféminismes qu'on dirait spirituels aujourd'hui. Moi, dans ce livre, l'idée, c'était de montrer, en fait, au contraire, quels espaces de dialogue, en fait, on pouvait inventer ou redécouvrir, en fait, entre ces espaces-là. Et aussi, un des principaux objectifs, c'était de défendre en fait des visions minoritaires des écoféminismes. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, plutôt aujourd'hui, le mot écoféminisme a été réintroduit dans le discours politique par des endroits ou des personnes qui sont a priori extrêmement... on s'y attendrait très peu en fait, à la base. Et, on va en parler. Ouais, il y avait l'idée en fait de montrer que c'était des espaces militants, des espaces de lutte en fait, les espaces écoféministes, et des espaces minoritaires et minorisés. Et donc d'où l'intérêt de parler d'écoféminisme queer, antispéciste, antivalidiste, etc. Donc ça fait beaucoup de ismes, mais l'idée de ce livre, c'est pas justement de montrer un écoféminisme, de dire voilà en fait ce qu'est l'écoféminisme aujourd'hui, c'est de dire voilà les espaces qui ont été sous-évalués par la redécouverte aujourd'hui des écoféminismes par une vision en fait assez hégémonique. Ça c'est votre écoféminisme, cet écoféminisme minoritaire, des personnes minorisées, c'est quoi exactement le vôtre? C'est quoi votre écoféminisme? Waouh. Alors mon écoféminisme, moi, je crois qu'il est de toute façon lié à une histoire personnelle et au corps en fait. Moi, l'écoféminisme, je le comprends pas du tout comme une idéologie, ni comme une solution écologique en fait. Ça pour moi, ça a aucun sens, ni comme un truc conceptuel ou historique. En fait, je trouve ça hyper... C'est quoi alors? C'est la question qui revient tout le temps. Parce qu'en général, quand on parle d'écoféminisme, c'est qu'on estime qu'il y a un lien entre féminisme et écologie. Ça part de là, peut-être? Oui, ça peut, mais en fait, moi, je dirais qu'il y a un lien entre écologie et mouvement décoloniaux et antiracistes. Par exemple, on parle d'écologie décoloniale aussi. Oui, mais qui pour moi est écoféministe aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, en fait, qui pour moi, la meilleure manière de les lier, ou en tout cas de le voir, c'est l'écoféminisme, ou les écoféministes. En fait, pour moi, c'est plutôt un outil d'analyse, ou une manière de mettre des lunettes et de voir le monde, plutôt que de dire voilà ce que c'est, voilà quel groupe politique, en fait, on est. Il n'y a aucun groupe politique écoféministe qui est labellisé et qui se réclamerait, en fait, d'une certaine définition assez fixe. Et pour moi, ça, c'est déjà anti-écoféministe. Et du coup, c'est une manière de penser la politique qui est déjà beaucoup plus instable, beaucoup plus humble, en fait, d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'est une manière écoféministe de faire
d'être au monde. Et du coup, je dirais pour essayer d'avoir un semblant de... En tout cas pour moi, ce qu'est l'écoféminisme, c'est comment moi, en fait, dans ma perspective de femme arabe issue des quartiers populaires, pauvres, TDS, chercheuse, enfin, tu vois, de toutes ces couches-là, toutes ces épaisseurs, en fait, de vie, de vécu, comment en fait j'arrive à me relier à quelque chose comme la défense du vivant en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je me reconnais pas en fait dans l'écologie blanche mainstream, mais à quel moment en fait c'est valide, à quel moment c'est légitime ce que je propose en fait, mon projet on va dire politique pour le monde. Et c'est pour ça que là les écoféministes pour moi ils viennent nommer en fait des choses qui pour moi avant n'existaient pas. Le fait d'être une meuf, le fait d'être dans des luttes écolo, le fait d'être antispéciste, en fait tous ces trucs là viennent se lier pour moi, dans quelque chose qui fait sens dans l'écoféminisme. Mais vous me parlez d'écologie décoloniale et même, de façon générale, des milieux décoloniaux, mais dans les luttes décoloniales, notamment en écologie décoloniale, ça n'a pas forcément de soi de se revendiquer écoféministe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en revendiquent, en tout cas. Bah, ça dépend. En fait, moi, je trouve que toutes les luttes contre les pesticides en Argentine, les luttes... oui, mais les militants, ils ne sont pas majoritaires à s'en revendiquer. Je termine. Les personnes qui défendent les pipelines en Amérique du Nord, en fait, tous ces espaces-là, moi, je les analyse comme des espaces écoféministes parce que de fait, en fait, les dynamiques de genre et les femmes et les minorités de genre sont déjà en fait en première ligne de la destruction climatique et ont déjà des places de choix. Et de leaders, en fait, on pourrait dire, dans ces luttes-là. Donc non, elles n'ont pas besoin du mot écoféministe. Le mot écoféministe, pour moi, il est occidental, en fait, d'une certaine manière. En fait, nous, on l'utilise parce que notre féminisme, il a été complètement déconnecté de la question du vivant et de la nature. Pour nous, être féministe, c'est super bizarre de penser à la nature, on l'a déjà dit plein de fois, mais quel rapport? Pourquoi? Justifiez-vous, en fait. Alors que dans un contexte... paysans, beaucoup plus agricoles, dans des pays qu'on dit du sud globalisé, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser le mot écoféministe parce que les femmes, les minorités de genre, qui sont en fait souvent les pourvoyeuses de nourriture, de l'eau, qui sont vraiment en première ligne de tous les projets extractivistes, en fait, de fait, il y a comme une évidence en fait à militer à partir du genre. Et en fait, quand on regarde les maires de Fukushima, les maires d'Ituzaingó, à Cordoba, en Argentine, en fait, tous ces endroits-là de lutte militante sont faits particulièrement par des femmes autochtones, des femmes indigènes. Et de fait, pour moi, c'est une certaine manière écoféministe. Donc c'est pour ça qu'elles s'en réclament pas ou que ce mot-là n'existe pas là-bas. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas et que c'est pas un outil intéressant en fait pour analyser ce qui se passe en termes de défense du vivant par les minorités. D'ailleurs, dans le livre, vous vous attardez, vous parlez beaucoup notamment des femmes du Rojava et du Chiapas. Oui, qui sont des espaces, pour moi, encore une fois, je sais pas comment dire, particulièrement écoféministes parce qu'ils sont en train de redéfinir en fait une nouvelle grammaire de comment penser la lutte écologiste. Et c'est pas simplement protéger la nature ou défendre des projets ultra capitalistes qui viennent menacer en fait le vivant et nier le fait que les ressources soient limitées. C'est de dire en fait comment un projet écologique doit être un projet social. Un projet où en fait les personnes pauvres, les minorités de genre, les handicapés, qu'est-ce qu'on fait en fait de ces gens dans un projet écologique et comment on reconnaît en fait la spécificité de leur vécu par rapport à la destruction climatique. Et typiquement des thèmes comme le racisme environnemental ou même les théories décoloniales, en fait elles ont toujours mis ça au centre de fait, mais elles ne se disent pas écoféministes. Et moi, le truc intéressant qu'il y avait à faire dans ce livre, c'était en fait de replacer le débat. En fait, de dire les écoféminismes, ça parle pas de ça. Ça parle pas de députés au gouvernement qui veulent. Ça peut. Enfin, c'est pas. Je suis pas foncièrement contre que ça existe, mais pour moi, il y a une espèce de. On fait bifurquer le débat et en fait, on disqualifie tout plein de sujets écoféministes. Je pense à Fatima Wassak avec le Front de mer, par exemple, ce qu'elle fait à Bagnoles. En fait, pour moi, il y a énormément d'interlocutrices écoféministes qui pourraient être hyper intéressantes. Voilà. Et justement, là, on n'est pas dans les pays du Sud, on est dans les quartiers populaires d'Île-de-France. Totalement. Et tu vois, espace minorisé en fait. Et comment on a aujourd'hui blanchi et embourgeoisé en fait un mot qui à la base pour moi définissait une lutte anarchiste décoloniale par les minorités. Dans ce livre, il y avait vraiment l'idée de replacer ça dans des situations quotidiennes, de quitter l'idéologie en fait, de quitter la grande définition conceptuelle de l'écoféminisme va sauver le monde. Enfin, moi, je pense pas du tout ça et je crois que j'en ai un peu rien à faire. C'est étonnant de la part d'une philosophe. Complètement. C'est totalement étonnant. Mais en fait, la philosophie, une fois qu'elle est féministe ou qu'elle est décoloniale, en fait, elle apprend aussi à se rendre plus humble ou en fait à comprendre le monde à partir de perspectives très localisées. Le postmodernisme, on pourrait dire que c'est ça aussi d'une certaine manière. Donc moi, ma philosophie, elle s'exerce dans l'ici et maintenant et dans les corps en fait. Et l'idée du corps, comment un corps en fait peut être abîmé par le capitalisme, peut survivre, peut résister. C'est quoi les espaces pauvres? Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en fait dans son corps? Qu'est-ce que ça veut dire être militant? Et c'est pas encore une fois des grandes idées. Enfin, ça peut, bien évidemment, qu'on a besoin
d'un discours en fait idéologique pour soutenir nos luttes, mais il y a quelque chose dans le corps en fait, moi qui m'intéresse, dans le vécu et dans la façon dont les paroles en fait peuvent se délier. Et c'est pour ça que je prends des situations aussi banales qu'un rendez-vous chez esthéticienne ou un dîner au restaurant. En fait. Dans le livre, oui. Voilà. Mais du coup, parce que vous me parlez des luttes écologistes à l'instant, on parlait des luttes, par exemple, de Verdragon à Bagnolet avec Fatima Wassak, etc. Mais qu'est-ce que exactement l'écoféminisme apporte aux luttes écologistes ? Pour moi, ce qu'il apporte, c'est l'abandon, du grand récit. Quelque chose comme les futures générations, quel monde va-t-on laisser aux futures générations de demain ? Comment on peut réussir à mieux protéger la nature ? Ou en fait, les écoféminismes viennent dire, en fait, Aujourd'hui, la situation, elle est déjà, ici et maintenant. Il n'y a pas de ligne rouge, en fait, de collapsologie, de demain, il va se passer... C'est-à-dire qu'il y a déjà un effondrement Oui, alors moi, ce n'est pas les termes que j'utilise, mais en fait, pour certaines minorités, encore une fois, des minorités pauvres, racisées, le combat écologique n'est pas né il y a quelques années, en fait. Le combat écologique, c'est un combat... de mémoire coloniale, c'est un combat de fracture entre des territoires, entre des pays, entre des familles. De classe également. De classe, complètement. Et du coup, pour moi, l'écoféminisme, en fait, vient socialiser la lutte écolo et permettre de questionner cette neutralité un peu de l'humain. Tu vois, de l'humain versus la nature, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, il n'y a pas un on qui est absolument monolithique, en fait, et qui viendrait préexister ou... être en surplomb des luttes écologistes. Il n'y a pas un sujet, en fait, écologiste. Même dire les luttes écolo, presque, ça veut rien dire, en fait, pour moi. Parce que qui compose les luttes écolo ? Qui sont les gens qui sont à l'intérieur ? Qui peut avoir le luxe, en fait, de penser l'écologie aujourd'hui ? Et du coup, dans quels espaces minorisés ? En fait, il y a de l'écologie, mais on ne la définit pas comme telle. En fait, c'est exactement ce que tu disais avant sur elles ne se disent pas écoféministes. Oui, mais parce qu'en fait, ce terme-là, comme il est inventé dans un espace spécifique, il permet qu'à une minorité de personnes de s'en saisir. Mais plutôt, comment on peut faire rebrousser chemin et dire en fait, dans les milieux féministes décoloniaux, dans les milieux féministes antiracistes, il y a déjà en fait la question de la nature, et qui n'est pas dite en ces termes, mais plutôt la question du vivant, et comment les corps survivent dans un monde abîmé ou en destruction en fait. Et c'est-à-dire que ce sont aussi des luttes sociales, quoi, et des luttes internationalistes également. Pour moi, tout le temps, oui. Alors il y a un sujet que vous abordez beaucoup dans le livre, c'est celui de la question animale. Il y a un lien, une imbrication étroite entre féminisme et libération animale ? Moi, j'ai commencé mon mémoire, et même ça fait assez longtemps. J'ai commencé mon mémoire de master là-dessus. J'ai continué ma thèse aujourd'hui de doctorat sur ces questions. Moi, les animaux, alors voilà, il y a aussi un truc, sortir de l'animal, enfin, c'est quasiment le titre de ma thèse, sortir de l'animal. Les animaux non humains. C'est ça. Les animaux non humains. Après, on peut avoir plein d'autres. Mais même dire ça, tu vois, c'est hyper large, en fait, les animaux non humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous avez commencé notamment avec le véganisme. Exactement. Pour moi, ça commence en fait dans l'assiette. C'est à partir de là qu'on voit, alors hormis les animaux qu'on dit de compagnie ou quoi, mais moi, il y a une espèce de déclic, de dire en fait, là, c'est un animal qui est dans mon assiette, c'est un animal que je vais manger. Et donc, d'où vient cet animal et quelle est son histoire et comment mon histoire, en fait, elle est reliée à cette histoire-là. Et... depuis ce moment-là, en fait, de mémoire, où c'est en 2018 ou 2019, en fait, j'ai fait que d'étudier tous les textes et la littérature, en fait, féministe animaliste ou féministe antispéciste, on peut l'appeler de plein de manières. Et en fait, elle est très riche, elle existe, peu en France encore, mais j'ai l'impression que là, il y a de plus en plus de chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent. Et donc, l'idée, c'est de dire que les minorités, et encore une fois, moi, je peux dire les femmes, mais en fait, il y a plein d'autres minorités, en l'occurrence. Les minorités, en fait, sont traversées ce que j'appelle le stigmate de l'animalisation. En fait, la question antispéciste, elle s'est beaucoup concentrée sur comment sauver les animaux, comment les protéger, comment s'abstenir. Le véganisme, en fait, c'est ça, d'une certaine manière. Comment s'abstenir de tuer des vies non humaines, animales autour de nous, dans des proportions industrielles, meurtrières, qui n'ont jamais été celles d'aujourd'hui dans l'histoire. Mais moi, ce que je dis, en fait, c'est qu'au-delà de la protection et encore une fois, sous-entendre en fait, qu'il y a un sujet humain unifié et un sujet animal unifié, c'est de dire, en fait, quelle complicité il y a pu avoir en fait entre cet animal mort dans l'assiette et les minorités en fait, qui ont été de la même manière exploitées, tuées, parfois considérées comme des animaux. En fait, il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, les femmes, les personnes racisées, les personnes esclavagisées étaient considérées comme des animaux. C'était pas, il n'y avait pas de comparaison en fait. Scientifiquement. Il y a même un débat, on parle de la controverse de Valladolid, oui. par exemple. C'est ça, c'est le sujet. Oui, sont-ils dotés d'une âme en fait qui permettrait de leur là, on fait de la philo, hein, qui leur permettrait de... Très bien. C'était juste pour recadrer. Qui leur permettrait d'être valide en tant qu'être humain, en fait. Ouais. À qui peut-on accorder l'humanité ? En fait, c'est ça, moi, la question centrale de l'antispécisme. Qui est humain et qui ne l'est pas ? Et en fait, si on pose cette question à l'échelle historique, on s'aperçoit qu'il y a plein de groupes.
Encore une fois, les femmes racisées, les femmes noires, on a utilisé leur corps dans l'histoire de la gynécologie, par exemple, ça n'est que ça, en fait. La science a utilisé des corps, les corps des personnes pauvres dans la rue qui mouraient, les corps des animaux, donc non humains, les corps, en fait, que personne ne pouvait endeuiller, les corps que personne ne pouvait pleurer. Donc tous ces corps-là, un peu en masse, en fait, ont été utilisés pour parfaire un savoir médical bien fermé dans les espaces universitaires de la médecine. Et en fait, à cette époque-là, donc je parle du XVIIIe siècle, par exemple, en Angleterre, par exemple, XIXe siècle, le combat anti-vivisection, donc le combat qui a essayé de démontrer, en tout cas de lutter contre le fait d'ouvrir des animaux littéralement vivants dans des cours d'université en disant que c'était inhumain de faire ça. En fait, c'était des combats qui étaient portés par des féministes et par des pauvres, en fait, dans la rue. Parce que elles se reconnaissaient, se disaient, en fait, ça pourrait être nous, ça pourrait être notre corps. Il n'y a pas si longtemps, c'était notre corps qui était sur la table à disséquer et à ouvrir et à manipuler. Et c'est nous, en fait, qui étions les cobayes. Et aujourd'hui, donc dans un monde néolibéral, capitaliste, où en fait la chair des animaux est utilisée dans des proportions immenses, en fait la chair d'autres types d'individus, le prolétariat, les femmes, la main-d'œuvre domestique, la paysannerie, elle est utilisée et elle est exploitée parfois de manière extrêmement similaire, voire ça se croise en fait avec les animaux non humains. Donc moi, ce que j'essaye de dire dans ce livre sur l'antispécisme, c'est que, encore une fois, la façon dont l'antispécisme est dit aujourd'hui, est fait aujourd'hui, et le véganisme et les grands événements parisiens où on peut venir découvrir des recettes culinaires pour végétaliser notre alimentation, en fait, c'est un peu du bullshit. Avec des aliments importés, par exemple. Des colonies, la plupart du temps, que ce soit les avocats, les baies de goji. Moi, je vois des trucs, des bananes. Ça constitue beaucoup, en fait, le régime aujourd'hui de pas mal de personnes véganes en France et dans les pays occidentaux. Et qui pose aussi un peu la question de notre rapport, du coup, au colonialisme. Exactement, et qui est un impensé total dans l'antispécisme aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis, c'est plutôt, essayons de penser à partir, encore une fois, des luttes décoloniales, des luttes féministes, et comment elles se sont liées aux animaux, et comment, à partir de là, on peut inventer une nouvelle grammaire ou une nouvelle façon de parler, un nouveau langage, en fait, antispéciste, qui serait, encore une fois, beaucoup plus social. En fait, l'antispécisme, pour moi, c'est une lutte... Donc le spécisme est une oppression, c'est ça ce que ça dit. Donc la domination d'espèces en fait est une oppression. Mais contrairement à l'antiracisme ou au féminisme, j'ai pas l'impression qu'on l'a autant intégrée ou qu'elle est aussi banalisée ou qu'on peut en parler de la même manière. En fait, l'antispécisme, dès que vous vous dites antispéciste, on a l'impression que déjà vous êtes projeté dans un truc. Ah oui, d'accord. On parle d'autre chose, c'est délicat. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'antiféministes aujourd'hui, il n'y a pas de personnes racistes, mais ces oppressions-là, elles sont beaucoup plus palpable et matériel au quotidien. Et l'antispécisme, ou le spécisme en tout cas, est complètement disqualifié en fait de cette compréhension en fait sociale des oppressions. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au contraire, il faudrait le ramener et comprendre en quoi le spécisme a des échos hyper forts avec le féminisme. Donc là, je viens de parler de la lutte anti-vivisection en Angleterre, mais en fait, à l'échelle globale, il y a énormément de femmes et de minorités de genre qui cultivent le végétal, qui ont été assignées en fait même symboliquement en fait, à de la viande, que les corps des femmes sont consommés au même titre en fait que le corps des animaux. Ça, c'est pas du tout des choses que j'invente. En fait, vous pouvez allumer la télé et vous allez voir ça dans des publicités au quotidien de en fait la masculinité hégémonique qui consomme des corps infériorisés. Mais d'ailleurs, à ce sujet, on a eu dans notre actualité récente, puisque c'était la fin de l'été, mais j'en parle quand même parce que c'était un sujet qui a été en boucle sur les plateaux télé et qui concerne en particulier Sandrine Rousseau, puisque c'est elle qui est à l'origine d'une phrase où elle parle de la question de l'assignation de genre, du genre par la viande, par la consommation de viande, notamment le fait que ce soit des hommes principalement qui mangent de la viande, en tout cas qui utilisent aussi, dans leur attribut masculin, etc., la viande symboliquement. Il y a une assignation du genre par l'assiette. Oui, bien sûr. C'est pas Sandrine Rousseau qui l'a inventé, quoi. Moi, je trouve ça. C'est pas Sandrine Rousseau qui l'a inventé, mais la polémique médiatique est partie d'elle. Mais il y a eu Nora Boisoni. Oui, exactement. Qui est une journaliste qui a notamment écrit beaucoup là-dessus. Il y en a eu d'autres. Oui, notre avant. Moi, j'ai pas dit que vous aviez dit ça, mais c'est assez étonnant en fait la réaction, comme si Sandrine Rousseau avait tout à coup sorti quelque chose de. Enfin, en fait, si on regarde juste la littérature, encore une fois antispéciste et féministe, le livre de Carole Adams, par exemple, sorti en 2016, je crois. Disent exactement ça. En fait, Carole Adams, c'est sur peut-être 300 pages, une exploration de cette phrase de manière extrêmement rigoureuse, philosophique, historique, de dire en fait quelles sont les accointances entre la masculinité hégémonique et la consommation de chair, au sens large du terme en fait. Et moi, ça me paraît pas choquant que de dire que la masculinité hégémonique a été construite sur le paradigme du chasseur. En fait, c'est d'ailleurs ce que vous entendez la plupart du temps quand moi je parle d'antispécisme à des gens, me disent non mais vous savez, intrinsèquement on est chasseurs-cueilleurs quoi. Et en fait on sait très bien qui sont les chasseurs et qui sont les cueilleuses. Enfin tu vois, il y a un peu un truc, il faut revenir à une espèce
de trucs innés, primitifs, qui feraient que, en fait, en nous, on aurait cette essence, finalement, du chasseur. Mais comme si, en fait, quand t'allais acheter ton escalope à Carrefour, t'étais chasseur, en fait. Et ça, en fait, c'est de la masculinité qui se joue là. Parce que, bien évidemment, qui va pourvoir aux besoins familiaux, qui va chasser, qui va tout l'imaginaire de, voilà, aller chasser le mammouth et le ramener à la caverne, pendant que les femmes, elles s'occupent des petits. Et je dis pas que ces choses sont exactes aujourd'hui. Je dis que ça pétrit un imaginaire collectif, et je trouve ça assez absurde de s'en étonner. Mais je pense... La recherche nous dit quand même qu'elle chassait aussi. Hein. Comment ? La recherche nous dit quand même qu'elle chassait également. Et ça dit aussi que la chasse n'a pas du tout été ce point décisif de l'humanité. On serait rentré tout à coup dans une espèce de pleine humanité à partir du moment où on a chassé. Ce qui est, encore une fois, quelque chose d'assez répandu, en fait, en général. On dit à partir du moment où on a commencé à manger de la viande et la cuire et la manger, comme si, en fait, le cerveau humain se serait développé dans des proportions, avec des capacités cognitives qui n'auraient jamais pu être avant. Et en fait, non, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à penser le végétal, le fait de cueillir, de savoir discriminer quelle plante par rapport à d'autres, de s'intéresser, en fait, aux histoires du végétal. Et là-dessus, en fait, il y a beaucoup plus de discours féministes qui sont trouvables et qui sont intéressants et pertinents sur ces questions. Donc, je pense que cet étonnement, en fait, et ce backlash par rapport à Sandrine Rousseau, il est lié aussi à l'acharnement, en fait, qu'il y a contre cette personne. Et je pense qu'elle pourrait dire tout et n'importe quoi. Les gens feraient des pages et des numéros de tous les médias mainstream aujourd'hui. Je pense pas que ce soit lié à la question de la viande en général. Encore une fois, des gens ont écrit là-dessus. Il y a un livre de Kauter Archi qui va sortir là-dessus bientôt. Moi, je fais des choses là-dessus depuis assez longtemps et je suis invitée à droite à gauche. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement choquant, en fait, quand on l'exprime en des termes très quotidiens, en fait. C'est-à-dire que nos choix alimentaires disent quand même quelque chose de nos rapports sociaux. Mais complètement. Et de classe aussi, par exemple. Vous allez pas... Moi, j'ai grandi dans un quartier où, en fait, manger des légumes, c'est pas du tout vu comme quelque chose de valorisé. Parce que c'est un endroit, en fait, où il n'y a pas... alors, en français, on dirait désert alimentaire. C'est des endroits, en fait, où il n'y a pas d'accès à une bonne alimentation, et notamment des légumes, en fait, de qualité. Donc, moi, ce qu'il y avait dans le coin, c'était le McDo, le kebab ou le KFC. Et évidemment que ces espaces-là sont des espaces de socialisation. Et évidemment qu'on se crée de façon identitaire des accointances. On y va avec les potes, du quartier. C'est le rendez-vous. Donc, en fait, comment te départir de ça au fur et à mesure de ta vie quand tu rencontres des véganes qui sont tous, en fait, des blancs bourgeois et que tu dis, non, mais c'est super de manger du tofu. Enfin, évidemment qu'il y a quelque chose comme d'un choc, en fait, à la fois de genre, de race, de classe, plein de choses à l'intérieur. Et du coup, le véganisme n'est plus cette lutte où, en fait, on va chercher à atteindre une forme de pureté pour dire, en fait, je ne mange pas d'animaux, je suis quelqu'un d'innocent, en fait, où je me retire finalement de ce rapport de violence, mais plutôt de dire, en fait, comment j'habite cette violence avec ce parcours-là de personnes qui n'a pas eu, en fait, accès à ces espaces très propres, en fait, de l'alimentation. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand je parle d'antispécisme, en fait, je veux parler de ces personnes-là qui sont beaucoup moins propres et beaucoup moins innocentes et beaucoup moins idéologiques dans leur rapport à la nourriture et à la viande. Est-ce que ça signifie que, du coup, on parlait notamment de ces liens décoloniaux, mais qu'il y a un véganisme occidental et, du coup, donc, un véganisme décolonial ? Oui, après, j'aime pas trop faire des grandes catégories binaires parce que même dans le véganisme décolonial, en fait, on peut parler de véganisme... En fait, le véganisme, il est lié aux pratiques alimentaires. Et les pratiques alimentaires, c'est des enjeux de territoire. Donc, de fait, pour moi, il y a autant de véganisme qu'il y a de territoire. Et notamment dans les perspectives décoloniales, la nourriture est toujours liée à une forme, ou en tout cas une survivance d'une certaine spiritualité. En fait, on va manger certaines plantes pour certaines choses. En Afrique, on voit ça tout le temps, par exemple. Il y a certains aliments qui sont censés donner, en fait, certaines caractéristiques au corps, qui sont censés, au contraire, en retirer. Et comme en fait dans une Asie beaucoup aussi. Comment ? En Asie également. En Asie beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a plein de parties du monde où en fait la nourriture n'est pas du tout juste une manière de se nourrir, c'est une manière de reconnecter, de parler en fait avec ses mémoires, de parler avec ses histoires, de se relier en fait à des récits. Et comme en fait en Europe, bon, après je peux dire en Occident en général, mais en Europe, on est dans un monde désenchanté et en fait la question de la spiritualité, elle est extrêmement marginale en fait, voire suspicieuse. La nourriture, elle est considérée que comme un apport nutritionnel. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute la réussite du véganisme nutritionnel, moi je l'appelle comme ça, où en fait toutes les pubs qu'on a sur le véganisme, c'est vous allez être en meilleure santé, ça va vous donner un meilleur... Et peut-être c'est vrai, mais en fait si on n'a pas cette espèce de sensation, de lien en fait organique à la nourriture, d'histoire, de personnalité, d'identité, de groupe, je vois pas comment on peut réussir un projet en fait antispéciste global, quoi. Du coup, oui, moi aujourd'hui l'antispécisme occidental ou blanc, ou je sais pas comment on peut dire, qui est attaché en fait à la question de la nutrition, attaché à la question de l'abstinence en fait, ou de la pureté morale, ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, je vais beaucoup plus voir du côté des antispécismes ou des véganismes décoloniaux, antiracistes, féministes, en fait tous ceux qui sont dissidents. Une approche intersectionnelle du véganisme. Oui. Le spécisme, c'est une oppression, du coup on l'a dit, qui est liée au colonialisme.
au patriarcat. C'est vrai que souvent on entend parler, on entend dire, voilà, d'ailleurs ça vaut aussi autant pour le véganisme que pour l'écoféminisme, c'est quand même un truc de blanc, c'est un truc de bourgeois, c'est un truc de centre urbain. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Comment s'en départir si finalement, en réalité, en fait, tout ça concerne les quartiers populaires, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne revendiquent pas forcément beaucoup de l'écoféminisme, et voilà, parce que justement, on se dit que l'écoféminisme, c'est les centres-villes. Alors, pour la question de l'écoféminisme, pour moi, c'est pas pareil que pour le véganisme. L'écoféminisme, pour moi, en France, on a vraiment une réception qui est extrêmement, effectivement, blanche, bourgeoise et intellectuelle de ces idées, ce qui est extrêmement étonnant, en fait, parce que pour le coup, quand on va voir les écoféminismes ailleurs, même pour le coup dans des pays occidentaux comme les États-Unis ou le Canada, en fait, tout de suite, ça fait le lien aux questions de justice environnementale et de minorité. Donc il y a vraiment une spécificité française de se dire les écoféminismes sont liés à une espèce de catégorie très privilégiée, en fait, de la société. Donc déjà, pour moi, ça, c'est presque, on est déjà alourdi, en fait, par ces perceptions-là, dès qu'on parle d'écoféminisme. Mais du coup, il faut juste revenir à la base. Enfin, moi, c'est vraiment... les perceptions françaises, en fait. C'est ça. Et donc, il y a un truc de revenir à la base, donc d'aller voir, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans le livre, en fait. Moi, dans le livre, j'ai pas inventé quoi que ce soit, je crois. J'ai juste essayé de mettre à disposition, de dire, en fait, voilà ce qui existe dans les courants queer, dans les courants alternatifs, dans les courants expérimentaux, dans les courants marginaux, si on peut dire, de la pensée, ce qui se fait sur les écoféminismes. Et presque, en fait, vous n'avez plus d'excuses pour dire que l'écoféminisme est blanc, en fait, aujourd'hui. Moi, il y a vraiment un effort de pensée qu'il faut faire. Il n'y a pas si longtemps, on se disait pareil du féminisme, en fait. Moi, plein de fois, j'entends, non, mais le féminisme en Afrique, ça n'existe pas. En fait, à un moment donné, il faut aussi se désactiver ou se départir de cette vision qui est très essentialiste, en fait, où on se dirait que de façon innée, ce mot-là est déjà lié à une catégorie sociale. Bien sûr que non. Faire ça, en fait, c'est déjà approuver la domination qu'il y a eu à un endroit, qui a été une récupération très tardive, d'ailleurs, des écoféminismes, qui, pour moi, peuvent être... définie depuis l'avènement, je sais pas, depuis les premiers moments de la colonisation, par exemple. On peut dire que les premières résistances, en fait, territoriales par des minorités, c'était déjà, en fait, de l'écoféminisme, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment, pour moi, un besoin de relire l'histoire écoféministe d'une manière décoloniale, d'une manière minoritaire, qui va prendre du temps et qui va pas être facile. Et pour les antispécistes, pour l'antispécisme, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, en France et en Occident, on a vraiment eu une privatisation de cette lutte par une minorité très intellectuelle, très philosophe, par ailleurs. Beaucoup de philosophes. D'ailleurs, l'éthique animale, c'est un champ de la philosophie universitaire à la base. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, pour moi, de remettre ça dans la société et dans les luttes sociales. Et là, par contre, c'est vraiment d'aller voir... les groupes antispécistes qui militent sur le terrain, je pense à L214, je pense à PETA, je pense à tous ces groupes-là qui font beaucoup un combat très médiatique en fait autour de nos rapports extrêmement violents en fait aux animaux et de commencer à questionner en fait quel type d'humanité ils promeuvent en fait. C'est-à-dire, certes, on dénonce ces violences-là, mais en fait, c'est quoi la suite ? Si c'est en fait juste de produire plus de végétaux, mais en fait de rien changer au paradigme colonial, etc. du monde. C'est-à-dire que ça pose une question structurelle. Exactement. En fait, bien évidemment que les personnes qui ont grandi en quartier, etc., elles n'ont pas du tout envie de se solidariser à cette lutte-là. Quel intérêt, en fait, on a, nous, à cette lutte-là, d'avoir juste plus de choix dans les restaurants parisiens, hors de prix, d'avoir des options véganes. Ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, d'aller justement dans ces endroits-là et de donner la parole, et c'est même pas de dire comment vous végétalisez, c'est surtout pas ça en fait le mouvement, c'est de dire quelles histoires antispécistes ou véganes il y a déjà dans les parcours de personnes racisées, antiracistes, minoritaires en fait en général. Et il y en a plein en fait. Mais juste ça correspond pas à l'idée, encore une fois, très propre et très... presque, je vais pas dire irresponsable, mais en fait, le véganisme, pour moi, comme il est présenté aujourd'hui, il a tendance à presque se retirer d'un dialogue, en fait, avec le monde animal, c'est de dire, en fait, on va pas consommer des animaux et finalement, la question ne se pose plus. Alors qu'en fait, dans un contexte, justement, décolonial, etc., on a déjà été, en fait, salis et piétinés et abîmés, en fait, de cette violence. Et du coup, comment nous, on arrive à cohabiter avec elle tout en consommant de la viande. Enfin, tu vois, pour moi, l'antispécisme que je promeus, il n'est pas nécessairement un antispécisme qui est vegan sur tous les points. Tu vois, les personnes, les groupes autochtones ou indigènes qui chassent en Amérique du Nord ou en Amérique latine. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'on fait de ça dans la question antispéciste ? Quel rapport, en fait, aux animaux on peut dessiner qui soient des rapports stimulants, pertinents, viables, qui fassent de la place aux minorités, mais qui ne soient pas nécessairement la théorie presque totalitaire, en fait, des antispécistes aujourd'hui. Mais sans non plus rejeter l'antispécisme en disant c'est un combat de blanc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est une facilité de langage. En fait, les gens disent ça parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'attaquer justement à ce travail psychologique,
physique, mentale, personnelle et dans le corps, en fait, de comment cohabiter avec la violence spéciste qui nous habite, en fait, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre livre, c'est à un moment donné, vous dites que l'écoféminisme, il doit rompre avec l'humanisme. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, c'est très en rapport avec tout ce que je viens de dire, donc c'est dans la continuité. En fait, pour moi, à la base du spécisme, donc la domination d'espèces, en fait, on va dire que l'humain domine en fait les autres espèces non humaines. Et de fait, on va postuler justement une unicité de l'humain. Parce que moi, déjà, je dis être faux, parce que dans les humains, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des personnes qui ont migré en fait dans la catégorie des animaux à plusieurs moments de l'histoire. Que ce soit des groupes colonisés, des groupes esclavagisés, des personnes handicapées ont été littéralement traitées, vues, administrées, gérées, exploitées comme des animaux. Il n'y avait aucune différence en fait. Et pour moi, ce qui régissait en fait ce rapport de domination, enfin d'ailleurs je dis pour moi, mais je ne suis pas la seule, c'est l'humanisme. Et en fait, l'humanisme, c'est toute cette idéologie qui est censée nous faire croire, comprendre que le développement en fait ultime de la société, c'est un développement qui est lié à l'humain, à la pleine réalisation de la condition d'humain, en fait, sous toutes ses potentialités et sous toutes ses formes. Et c'est le projet humaniste, donc qui naît au XVIe siècle, est très lié à un projet politique qui mobilise des idées de progrès, de rationalité, d'expansion et en fait de colonialisme. Le projet humaniste, pour moi, est nécessairement colonial à un endroit. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très peu questionné dans plein de sphères. Et pour moi, à partir du moment où on déboulonne ça, en fait, on se dit non, le projet politique écologique, notamment aujourd'hui, moi, par exemple, dans l'écologie, je vois pas comment on peut maintenir la catégorie d'humain, en fait, en tant que catégorie préexistante ou dominante, en fait, sur le monde. Pour moi, le projet écologique, ça n'est que ça. Ça n'est que de relativiser, en fait, notre espèce humaine à l'aune des autres et d'autres forces en fait qui nous dépassent ou qui sont même comment dire dans l'échelle des espèces plus basses que nous. Je pense aux micro-organismes, je pense à tous ces mondes-là très internes, biologiques qui grouillent en fait en nous partout autour de nous tout le temps. Donc en fait en relativisant juste la place de l'humain avec tous ces mondes-là, intérieurs, extérieurs, etc. En fait on se destitue de notre humanisme en disant ok, c'est plus la catégorie intéressante à partir de laquelle on va penser le monde, mais plutôt. Et moi, j'ai pas d'idée. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il en faut une autre, mais plutôt. Vous dites qu'il faut accepter notre animalité. C'est ça. Et donc, en fait, ça nous remet à un espace qui est pour moi beaucoup plus corporel. En fait, on arrête de parler des idées tout le temps. On se sent, on voit comment on se sent, on voit ce qu'on mange, comment on parle, comment on se touche, comment on fait du sexe. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, elles sont au cœur du projet écoféministe pour moi. C'est vraiment de revenir à nous en tant que corps. Et ça, pour la plupart des gens, c'est inentendable parce qu'ils disent « Ah mais oui, mais si vous nous enlevez la catégorie d'humain, on n'est plus rien en fait. On peut plus être quoi que ce soit. » Alors qu'en fait, si, il y a plein d'autres catégories qui sont hyper intéressantes. Et en plus, encore une fois, je reviens à ce truc de minorité. En fait, il y a plein de personnes qui se sont fait destituer de la catégorie d'humain et d'humaine. Quand vous pensez à tout le paradigme de l'intégration des quartiers populaires ou des premières vagues d'immigration qui a eu lieu depuis les années 80 d'Afrique du Nord, etc. En fait, techniquement, on leur a dit, vous devez vous intégrer dans la société française pour être pleinement citoyen. Mais en fait, c'est la même chose qui s'est passé pour les humains. Vous avez été animalisés, mais vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer dans cette catégorie d'humains à partir du moment où vous essayez de vous civiliser un peu, quoi. Et moi, je dis qu'il y a plein d'incivilisés, il y a plein de sauvages, il y a plein de gens qui font encore des choses, qui promeuvent en fait cette animalité qui est comme inexcusable en fait, qui vient péter tout. Et ça, pour moi, politiquement, c'est beaucoup plus prometteur que l'humanisme, qui est en fait une catégorie de pensée, de domination au monde, qui est extrêmement désincarné, pas du tout en phase avec ses émotions et qui pense le monde de manière rationaliste en fait. Et moi je dis juste, il y a d'autres choses que la tête en fait pour penser le monde. Et ce projet-là a échoué en fait. Pour moi c'est ça aussi l'écologie d'une certaine manière, c'est de dire on ne peut plus penser le monde, il faut le vivre en fait. On ne peut plus penser en termes d'efficacité, de gagner ou perdre, de compétition. Enfin il y a quelque chose de beaucoup plus interconnecté en fait qui est en nous. Et ça pour le coup les féministes et les minorités de genre en fait, comme on a été assignés à ces espaces de soins, de care ou d'écoute, d'amour, en fait on est plus propice finalement à un endroit d'avoir ces savoirs-là, ces savoirs marginaux, ces savoirs extrêmement minoritaires en fait. Et les écoféminismes c'est ça, c'est de les ramener au centre et de dire il y a d'autres projets que le projet humaniste qui peuvent être intéressants. Et se départir de cette catégorie-là ne nous fait pas descendre, ne nous dévalue pas. Au contraire, elle nous amène dans des espaces beaucoup plus incertains et donc beaucoup plus localisés. Et c'est pour ça que je disais que je vais abandonner la grande théorie. Parce que pour le coup, penser anti-humaniste et avoir toujours des grandes catégories, c'est pas possible. Donc pour moi, là, on est vraiment au seuil tournant épistémique, philosophique, politique, matériel, où on ne peut plus mobiliser de grandes catégories, en fait. Oui, d'ailleurs, à travers ce livre, avec votre vision de l'écoféminisme, en fait,
Vous abordez tous les sujets de l'intersectionnalité. On parle de celui du féminisme depuis tout à l'heure, mais aussi d'autres, l'orientation sexuelle, le véganisme, le validisme. En fait, on va voir tout le spectre, quoi. Oui, en fait, encore une fois, ce livre, il se veut pas du tout comme une grande théorie très rigoureuse ou scientifique pour qu'est-ce que l'écoféminisme de demain. Il est plutôt comme une manière de donner à voir ou de montrer tous ces petits îlots-là et ce qu'elles font dans leur catégorie, quoi. Et en fait, libre à chacun et chacune de se retrouver ou de se désolidariser de certains endroits et de dire là, ça me parle moins, ça m'excite, ça me va. Et en fait, de cohabiter avec cette espèce de tension perpétuelle et d'abandonner l'idée de cohérence totale, en fait. Parce que la cohérence, elle est mortifère, en fait. Enfin, les projets totalitaires les plus violents étaient parfaitement cohérents, quoi. Un projet politique qui est totalement cohérent est de fait un projet violent, en fait, voire oui, totalitaire. Je vois pas d'autres mots. Du coup, le fait de redescendre, enfin, de se replacer dans une pluralité de perspectives. On frise presque le relativisme, mais c'est pas tant ça quand même, parce qu'il y a quand même des enjeux de justice sociale et de justice en général qui sont toujours en toile de fond. De replacer ça, finalement, ça nous permet aussi d'être plus détendus, en fait, je crois. Même dans notre militantisme, en fait, de moins avoir à se cramponner comme ça à une lutte idéologique et d'y mettre la totalité de notre être, en fait, parce que c'est impossible. Aucune lutte ne pourra nous satisfaire pleinement, parce qu'on est des êtres qui sommes hyper complexes, toujours déchirés, toujours fracturés, toujours... Et comment satisfaire toutes ces parties, en fait? Et pour moi, c'est pour ça que les écoféminismes, et dans la forme même de ce livre, peuvent venir, en tout cas, pacifier ou nous détendre à certains endroits et nous dire, en fait, tout ça, c'est possible de les faire cohabiter. Toutes ces questions-là sont valides. On n'a pas à être 100% investi dans l'une d'entre elles uniquement. Et chacune montre les faiblesses de l'autre, en fait, si tu veux. Il y a quand même un dernier sujet avant de conclure cette interview que je voudrais aborder avec vous, parce que on l'a vu, il y a un terme qui est, on parlait tout à l'heure de Sandrine Rousseau, il y a un terme qu'elle a remis un peu au goût du jour, c'est celui de l'androcène, notamment avec son essai qui était sorti à la fin de l'été. Mais vous, ce terme, l'androcène, vous ne le reprenez pas. Oui, en fait, c'est un peu... L'ère des hommes pour... Oui, voilà, andro, donc c'est vraiment pour homme au sens genré du terme, ce qui serait une critique de anthropo en tant qu'humain. Donc l'anthropocène, ça serait cette ère à partir de laquelle, dans les années 2000, à partir de l'article d'un... les sociétés humaines... C'est ça. Les sociétés humaines auraient en fait une empreinte totale sur la totalité du globe. En fait, il n'y a pas une partie de la Terre qui serait pure, en fait, ou innocente, ou... non touchés par l'activité de l'humain. Et en fait, il y a eu plein d'autres termes qui ont été inventés. Capitalocène, plantationocène, Cthulhucène par Donna Haraway aussi. Même des termes plus ironiques. Et l'androcène. Et l'androcène voudrait dire en fait que non... L'impact de l'homme. Voilà, cet impact-là n'est pas humain, il est genré, parce que les personnes qui aujourd'hui sont à la tête des entreprises mortifères, capitalistes, extractivistes, nucléaires, en fait, principalement, ce sont des hommes. Et les valeurs qui pénètrent en fait dans ces espaces sont des valeurs masculinistes, c'est-à-dire des valeurs d'agressivité, de compétition au vivant, de destruction du vivant. Mais vous êtes d'accord avec ça? Pas tant. Je l'étais il y a quelques années. C'est étonnant, non, de la part d'une écoféministe? Non, ça c'est bien qu'on aborde ça, surtout en dernier, je trouve, parce que il y a quelques années, j'aurais dit oui, bien sûr que c'est ça. Mais en fait, en faisant ça, je trouve qu'encore une fois, on se déresponsabilise. En fait, on dit ah bah oui, vous voyez bien, c'est pas nous en fait, on peut pas. Et ça essentialise la violence sur la masculinité ou sur les hommes. Alors qu'en fait, moi, et c'est ce que je dis dans le dernier chapitre quasiment, que font les femmes pendant ce temps? Que font les minorités de genre? On n'est pas toutes en train de lutter, à ce que je sache. On n'est pas toutes investies profondément à 100% dans une lutte écologiste, écoféministe. Du coup, en fait, ça signifie que les minorités collaborent aussi, en fait. Complicité. Exactement. Voire, en fait, les femmes de droite, ça existe. Non, mais voilà, les femmes d'extrême droite, ça existe. Il y a des féminismes qui promeuvent complètement, en fait, l'hétérosexualité et l'assignation à la maison par les femmes. Enfin, en fait, il y a... En disant en fait ça, ce terme d'androcène, je trouve que ça élude en fait toute la complexité, encore une fois, toutes les complicités, les collaborations que les minorités peuvent trouver dans les pratiques écocidaires aujourd'hui en fait. Et ne pas le dire, pour moi, c'est nous rendre innocentes. Et en fait, rendre innocents, c'est dépolitiser. Donc pour moi, androcène, c'est un énième grand récit qui veut être accolé pour essayer de trouver une solution et de se dire, ok, nous sommes les victimes ou nous sommes les résistantes. En fait, c'est pas du tout le cas. À plein de moments dans la vie, je suis victime et je suis résistante. Et à plein de moments, j'oppresse et je suis oppressée. Et de décortiquer ces moments-là, je trouve en fait que ça nous rend finalement plus humains et humaines. Ça nous permet de faire la paix avec des endroits, encore une fois, d'idéologie qui tombent sur nous comme une chape de plomb comme ça et qui sont impossibles à satisfaire.
Et ça nous permet de moins nous cramer en termes militants, en fait. Parce que c'est pas possible de tenir des paradigmes, en fait, aussi forts que l'androcène. Pour moi, ça nous empêche trop, en fait. Et moi, j'ai plutôt envie de questionner de moi, par exemple, en tant que femme, à quel moment je bénéficie, en fait, de cette violence. À quel moment, en fait, je suis résistante. À quel moment ça me plaît, en fait, de collaborer avec un certain type de projet capitaliste, colonial, avec le monde. Parce que je ne suis pas hors de ça. Même si je suis la plus oppressée, en fait. Et pour moi, l'androcène, il continue en fait de rejouer ces grands récits-là et ces grandes manières de penser le monde. Et les écoféminismes, s'il y a bien une chose en fait qu'ils font, et peut-être ça peut être la réponse à la toute première question, mais c'est de fissurer le grand récit en fait. Et dire que ni l'écologie, ni le féminisme, ni aucun autre combat ne peut encore mobiliser un grand récit comme une narration en fait, ou une fiction. Et ça, pour moi, là, on atteint quelque chose de beaucoup plus fracturé et de beaucoup plus instable. Et de beaucoup plus fragile aussi politiquement. Et je ne dis pas du tout que j'ai des réponses sur comment promouvoir un projet politique global à partir de cette pensée-là. Mais je pense qu'en tout cas, il est beaucoup plus inclusif, par exemple. Parce qu'il permet aux gens qui ont été les plus disqualifiés, en fait, de toute politique, qui connaissent rien, en fait, à nos politiques, qui connaissent pas le nom des députés. Moi, j'y connais rien à tout ça. Hein. J'y connais rien du tout. Et pourtant, je pense que c'est important qu'on se sente valide politiquement, parce qu'à un endroit, l'oppression qu'on a vécue et les résistances qu'on met en place, elles sont révolutionnaires, en fait. Mais elles ne se définissent pas en fonction d'une grande idée ou d'une grande revanche ou d'une grande... C'est pas là qu'on est en fait, c'est un peu dans les micro-négociations du quotidien. Et ça, je trouve qu'il y en a encore trop peu aujourd'hui. Ça s'appelle l'écoféminisme du quotidien d'ailleurs. Ouais. Mais justement, vous me parlez politiquement, ce sera ma dernière question, parce qu'il faut qu'on conclue cette émission. Mais avec plaisir. Mais on mentionnait Sandrine Rousseau tout à l'heure, on peut parler aussi de Delphine Batho, mais Sandrine Rousseau, justement, elle a médiatisé ce terme androcène. Elle a aussi beaucoup participé à médiatiser celui de l'écoféminisme avec Delphine Batho. Comment vous voyez l'émergence publique, la médiatisation de cet écoféminisme, notamment depuis les primaires, depuis la présidentielle en fait ? Sans surprise, je ne suis pas très ravie de cet engouement-là. Maintenant, il ne me choque pas non plus en fait. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y a une espèce d'émulation ou de choc un peu global, parce que le féminisme, en fait, ça a fait pareil. On peut être écoféministe et député Alors pour moi, non. Dans ma perspective, pas du tout, parce que l'écoféminisme, encore une fois, il naît tellement d'un espace de contestation radicale qu'il ne peut que se faire en dehors de l'État, en fait, par exemple. Pour moi, l'écoféminisme, les écoféminismes, par essence, l'essence c'est pas le bon mot, mais factuellement, quand on regarde en fait dans les réalités de ce qu'on appelle le Sud globalisé, là, que ce soit en Afrique contre les projets extractivistes, que ce soit en Amérique latine contre Monsanto et les pesticides, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie, c'est extrêmement bizarre de s'affilier à l'État ou de penser les luttes pour le vivant et pour la justice environnementale à partir de l'État, en fait. Parce que l'État, de fait, c'est un élément ou c'est une structure qui est complètement pressé ou crispé dans le capitalisme, dans le néolibéralisme, par les lobbies. Du coup, c'est vraiment faire une gymnastique de la pensée extrême, voire en fait... C'est-à-dire qu'écoféministe, c'est être révolutionnaire, en fait ? Ah, pour moi, oui. Ah, mais rien de moins que ça, bien évidemment, sinon j'utiliserais pas ce mot. D'ailleurs, j'utilise peu d'autres mots, en fait. Hein. C'est pour ça que ce mot, pour moi, il est si prometteur. Et c'est pour ça que je le défends aujourd'hui, que ce soit ici ou dans le livre, en fait. Mais c'est quand même une tribune pour l'écoféminisme. Ça dépend lequel. Parce que Sandrine Rousseau, pour moi, elle parle d'écoféminisme qui n'a rien à voir. En fait, si Sandrine Rousseau faisait le travail et vraiment mettait à disposition les pensées écoféministes, décoloniales, queer, antiracistes, tout ce qui existe en fait dans le monde écoféministe, si elle faisait un vrai travail elle le fait pas. Non, puisqu'elle est dans une carrière. En fait, c'est logique, puisqu'elle est dans une volonté d'accès au pouvoir. Alors, elle, ce qu'elle fait, évidemment, c'est de l'écologie et du féminisme, mais je dis pas que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, on s'y intéresse un peu plus, on relit Françoise de Beaune. Oui, d'accord. Mais ça se fait peut-être au détriment aussi des luttes écoféministes. Complètement. C'est des figures qui émergent, mais qui se... Parce qu'encore une fois, on a besoin de figures. Au détriment de l'ombre, enfin de celles qui sont dans l'ombre. Parce que c'est pas des héroïnes, en fait. Et on est encore trop tributaire des grands récits, des grandes héroïnes et des grandes histoires. Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de ça et qu'on s'intéresse justement aux choses inintéressantes, en fait, du quotidien. Et ça, Sandrine Rousseau, pour moi, elle peut pas trop le faire parce que même sans le vouloir, en fait, la structure dans laquelle on lui donne une voix écoféministe, elle est trop pauvre. Même moi, j'y arriverai jamais. Enfin, n'importe quelle personne, aussi révolutionnaire soit-elle, on la met dans un truc aussi enserré et fermé, en fait, que l'État, les députés, l'Assemblée nationale, je ne sais quoi, parler d'écoféminisme, mais c'est une peine perdue, en fait. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je tiens quand même à souligner, j'ai déjà dit en début d'émission, mais Sandrine Rousseau, elle est quand même victime d'une énorme... d'énormes attaques misogynes à son endroit qui sont
immonde en fait. Donc moi, j'ai pas envie de la disqualifier en tant que femme ou en tant que personnalité politique. Elle fait bien ce qu'elle veut en fait. Mais c'est vrai que l'écoféminisme que je défends, pour moi, Sandrine Rousseau aujourd'hui, c'est une ennemie politique en fait. Delphine Batho aussi. Je ne peux pas militer pour ça. Mais comme le féminisme en fait, Marlène Schiappa, son féminisme, il me parle pas du tout. Comme l'écologie. Marlène en fait. Schiappa, elle reprend énormément de termes. Elle se revendique même sorcière. Voilà, non mais tu vois, je peux pas ne pas me méfier. Dans le féminisme et dans l'écoféminisme. C'est ça. Et je peux pas ne pas me méfier de cette récupération-là parce que elles ont tout intérêt à digérer en fait ces mots, les faire digérer et les utiliser pour un projet politique qui est un projet de pouvoir en fait. Les écoféminismes, c'est absolument l'opposé. Je vous remercie Myriam Bafou. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Média et d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez ma consoeur Nadia Lazouni à 18h30 pour Toujours Debout. Elle recevra Asdine Taibi, maire de Stein, qui fait l'objet d'attaques notamment racistes et de harcèlement, notamment de l'extrême droite. Je le rappelle, le Média a absolument besoin de vous pour continuer à exister. Nous sommes en très grande difficulté et nous risquons de devoir interrompre tout simplement ces programmes faute de moyens financiers. Alors la solution, elle est entre vos mains. Aidez-nous à rester toujours debout. Il faut que vous soyez 2500 à rejoindre la communauté du Média en vous abonnant sur notre site et parlez de nous, faites campagne pour le Média, faites notre promotion pour une information libre et indépendante. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.